Imagine être une femme qui tombe profondément amoureuse d'un homme. Construire une famille avec lui, croire en votre histoire malgré les infidélités, les difficultés, les disputes. Imagine continuer à tenir cette famille à bout de bras pendant des années, tout en ayant le sentiment de disparaître lentement à l'intérieur. Et puis imagine que des années plus tard, la fin de ton histoire efface presque tout le reste. Que ton nom soit désormais lié à l'une des affaires criminelles les plus connues en France. Que derrière le mystère, les médias, les théories, il y a encore quelque part la vie d'une femme que personne n'a vraiment regardée. Ça, c'est l'histoire d'Agnès Dupont de Ligonnès. Mais avant de continuer, moi c'est Sarah. À travers une histoire aujourd'hui, j'explore ce qu'une femme peut vivre, traverser et ressentir. N'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, laisser un commentaire, vous abonner pour supporter la chaîne. Agnès Dupont de Ligonnès naît en 1962 et grandit à Versailles, dans une famille catholique et plutôt traditionnelle. Au lycée privé Notre-Dame du Grand Champ, on la décrit comme une fille discrète, sérieuse et même timide parfois. Pas le genre de personne qui cherche à attirer l'attention. Elle est plutôt douce, réservée, très attachée aux personnes qu'elle aime. Puis, dans les années 1980, elle rencontre Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier vient lui aussi d'un milieu bourgeois versaillais. Il grandit aussi dans une famille catholique assez particulière, marquée par des croyances religieuses très fortes et une forme d'élitisme social. Ceux qui le connaissent à l'époque le décrivent comme quelqu'un de charismatique, cultivé, drôle parfois, avec une vraie facilité à parler aux gens. Mais derrière cette image, il paraît aussi très instable, insaisissable, toujours en train de courir après quelque chose sans vraiment s'ancrer. Agnès tombe vite amoureuse de cet homme. Mais dès le début, leurs attentes semblent différentes. Elle imagine une vie stable, une famille, quelque chose qui dure. Lui aime séduire, sortir, plaire. Puis, un peu de temps, la vie d'Agnès bascule rapidement. Sa mère meurt brutalement d'un cancer. Et presque au même moment, Xavier la quitte pour partir aux États-Unis avec une autre femme. Elle tente malgré tout d'avancer. Elle rencontre un autre homme, elle tombe enceinte. Mais, une fois encore, elle se retrouve seule. L'homme refuse d'assumer l'enfant et ne reconnaît pas le bébé. Agnès donne naissance à Arthur en 1990 et elle se retrouve à gérer seule sa vie de mère. Quelques mois plus tard, Xavier réapparaît. Il revient dans sa vie comme si rien n'était vraiment terminé. Ils reprennent contact, se rapprochent, puis se marient en 1992 lors d'une cérémonie religieuse intime. Xavier reconnaît Arthur. Mais 3 enfants encore naissent ensuite. Thomas, Anne et Benoît. Le couple déménage plusieurs fois entre le sud de la France, les États-Unis et Nantes. De l'extérieur, la famille donne une image de foyer catholique stable et respectable. Mais derrière cette façade, quelque chose se fissure lentement. Au fil des années, les projets professionnels de Xavier échouent les uns après les autres. Il lance différentes activités qui ne fonctionnent pas vraiment. Il accumule ses dettes, il emprunte de l'argent autour de lui. Et toute cette pression finit par peser sur la famille entière. Entre 2004 et 2008, Agnès commence à écrire anonymement sur des forums sous le pseudonyme de Scorpio. Dans ces messages, il n'y a pas de grandes déclarations, juste une immense fatigue. Je ne vais pas bien, je suis malheureuse. Parfois, ces messages ressemblent presque à des appels au secours. Je n'ai qu'une envie, pleurer à l'aide. Elle parle d'un mari absent toute la semaine, qui rentre tard le soir, d'un quotidien devenu lourd, d'une vie où elle semble peu à peu s'effacer. Elle évoque aussi les difficultés financières du couple, le sentiment de ne plus rien maîtriser. À un moment, elle écrit « Je n'ai plus rien. Il a perdu tout mon argent. L'argent manque, les tensions augmentent. » Mais malgré tout, l'image de la famille reste intacte. Dans ses messages, Agnès, elle décrit aussi un fonctionnement familial très traditionnel. Elle explique que Xavier est très à l'ancienne et que chez eux, le père occupe une place centrale. Elle écrit en substance « Le père est le chef de la famille. Il donne un ordre et les autres exécutent sans discuter. » Ces phrases ne sont pas écrites dans un contexte de scandale ou de séparation. Au contraire, elles apparaissent au milieu de discussions ordinaires, anonymes, perdues parmi des centaines de messages sur Internet. Et parfois, derrière cette apparente normalité, certaines phrases deviennent troublantes. Un jour, Agnès raconte sur le forum d'avoir demandé à Xavier s'il était heureux. Et selon elle, il lui aurait répondu « Oui, mais si on pouvait tous mourir demain, quel pied ?» Aujourd'hui, cette phrase paraît glaçante. Mais à l'époque, elle se perd parmi d'autres confidences, d'autres difficultés, d'autres moments de découragement. Le couple se sépare brièvement,
puis se reforme. Malgré les disputes, les difficultés et les problèmes d'argent, Agnès refuse de divorcer. Elle continue de soutenir Xavier, par amour, par conviction religieuse, peut-être aussi par fidélité à l'idée de famille qu'elle avait construite autour de lui. Puis, en avril 2011, quelque chose change. Les enfants ne vont plus à l'école. Personne ne les voit. Les proches n'arrivent plus à joindre la famille. Au début, les explications semblent presque crédibles. Des lettres sont envoyées. Xavier affirme que la famille a dû partir précipitamment aux États-Unis parce qu'il travaillerait secrètement pour la DEA, l'agence américaine de lutte contre la drogue. Mais très vite, quelque chose inquiète. Les voisins trouvent le silence étrange. Les volets restent fermés. La maison semble abandonnée. Le 21 avril 2011, la police finit par entrer dans la maison familiale à Nantes. Et sous la terrasse, les corps sont retrouvés. Agnès, Arthur, Thomas, Anne, Benoît. Toute la famille est retrouvée enterrée sous la maison. Les enquêteurs comprennent que Xavier Dupont de Ligonnès a disparu. Sa voiture est repérée plusieurs fois dans le sud de la France. On le voit seul sur des images de vidéosurveillance, dans des hôtels, des restaurants, puis plus rien. Il disparaît. Et pendant des années, l'affaire devient une obsession médiatique en France. Documentaires, enquêtes, théories. Et peut-être ce qui trouble le plus dans cette histoire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé à la fin, c'est tout ce qui existait avant. Toutes ces phrases perdues dans le quotidien, toute cette souffrance qui continuait malgré tout dans une apparente normalité. Parce qu'au fond, derrière cette affaire devenue un mystère national, il y avait aussi une femme qui essayait simplement de tenir sa vie, sa famille, son couple. Et aujourd'hui encore, quand on parle de l'affaire Dupont de Ligonnès, on parle surtout de la disparition d'un homme, alors qu'avant cette affaire, il y avait déjà la vie d'une femme et celle de 4 enfants. Merci de m'avoir écouté, cette vidéo se termine là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres détails de cette histoire effrayante. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.